Et maintenant, Radio Nebia vous présente l'émission Livrons-nous. Une émission dans laquelle les jours de grands singes ont enfin découvert comment ouvrir un livre. Vous allez voir, ils sont contents. Bon, par contre, ils s'arrêtent plus de parler, mais ça va dans le bon sens, tout ça. Voilà. François Bégodeau, Notre joie, aux éditions Pauvert. Un soir de septembre, à Lyon, j'ai pu vérifier que l'ennemi de mon ennemi n'est pas mon ami. L'amitié est un plein et non un creux. Elle ne pâlit pas, mais augmente. Affirmative, elle ne se coule pas dans le moule de l'inimitié. Elle n'est pas l'alliance de circonstances de deux collègues pour en briser un autre dans la boîte où tous les trois perdent la vie. J'ai souvenir d'une relation supposée amoureuse ayant un temps sursis à sa panne en se nourrissant de l'hostilité active d'un tiers. Sur l'oreiller, le récit à deux voix des manœuvres du fâcheux pour nous désunir nous unissait. Puis le fâcheux s'épuisa et privé du carburant de son fiel, le moteur de notre taco commença à tousser, agonisa 2 semaines et faute d'amour rendit l'âme. Un soir de septembre, à Lyon, un jeune homme que j'appellerais M m'attrape à la sortie d'une rencontre publique. Il ne me connaît qu'à distance, mais il est certain de notre affinité. « Tu es mon idole », dit-il. Le mot « idole » est réellement prononcé, et le mot « fan » suit de près. Moi l'idole, lui le fan. Je souris de cet excès que je crois assumer. D'emblée apparaît chez lui une certaine pente dramatique et pourquoi pas hystérique. Idole est outrancier, idole est un emportement de langue. Ces mots dépassent la pensée. Et ce n'est que la première fois d'une soirée où souvent son verbe semblera hors de contrôle. Aucun excès, proteste pourtant M en s'asseyant à la table de la terrasse où lui et 3 acolytes ont proposé de m'offrir un verre. Sa fanitude n'est pas écervelée, elle s'autorise de la lecture de l'essai paru l'hiver précédent, dont je viens de parler, 2 heures, micro en main. Il l'a dévoré, annoté, paragraphé, le conseille, l'offre, en relit des passages chaque soir, le tient à son chevet à côté de la boîte à mouchoirs. Les amis de mes livres sont-ils mes amis ? La question se pose, à qui en fait commerce et par exception en vend. La réponse fournie par le cours des faits, qui toute énigme résout, est que non. L'adhésion à un livre ne promet pas entente avec son auteur s'il vient à s'incarner. Promet plutôt le balbutiement écarlate du lecteur, puis sa frustration une fois la furtive dédicace passée. La rencontre avec l'auteur s'est toujours ratée. Placé si haut, je ne peux que décevoir, dis-je à M, qui s'est attribué la place en face de moi et demande ce que je veux boire. Clairement, ce soir, je vais perdre tout mon charme. Nous devrions renoncer à ces bières. Nous les commandons. L'adhésion à un livre ne garantit rien. À mes yeux d'animal farouche, elle serait plutôt suspecte. Peut-être par surestimation de ma singularité, peut-être par accoutumance aux minoritaires, je préjuge qu'entre un lecteur et moi, l'entente procède en partie de la mésentente, de la panne auditive. L'adage dandy minimise l'affaire en considérant tout succès littéraire comme un malentendu. C'est toute lecture qui l'est. Le livre, a fortiori littéraire, est un entremetteur déloyal, en tout cas un piètre vecteur de communication. Il y a de la friture, il y a de la perte dans la traduction. L'attention fluctue, baisse, bifurque vers une course à faire chez Auchan. Au bas mot, 4 phrases sur 5 sont oubliées, sitôt déchiffrées. Le lecteur lit bien ce qu'il veut. C'est l'effrayante splendeur démocratique de la circulation d'un texte. Quel livre tout personnel M a-t-il découpé dans les pages du mien ? Qu'en a-t-il jeté et gardé ? Qui a-t-il trouvé qu'il cherchait ? Qu'est-ce qu'il me trouve ? C'est tout. Je pourrais continuer, il y a un paragraphe qui est assez sympa après, et qui en plus finit par « on s'arrêtait là ». Mais pour le coup, c'est du coup, je l'ai dit au début, Notre joie, ça s'appelle. C'est un monsieur qui s'appelle François Bégodeau qui l'a écrit. C'est un monsieur qui est principalement romancier,
principalement romancier, mais aussi réalisateur. Là, dernièrement, il a fait un documentaire qui s'appelle Autonome, documentaire dans lequel il va chercher des gens qui ont décidé de partir de la ville, on va dire, pour aller s'occuper de chèvres, de vaches, de brebis, enfin retourner à la nature. Donc un monsieur de droite forte non, pas du tout, pour le coup, effectivement pas. Le plus gros succès qu'il avait fait connaître un temps, c'était Entre les murs. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, c'est un film oscarisé. Oui, la technique s'en rappelle. Et pour le coup, non, oui, c'est un acteur de la gauche radicale, bon, qui a fait ses galons, quoi, qui a plus rien à prouver. Voilà. Et ce bouquin, en fait, c'est l'histoire d'une rencontre avec Monsieur M. Il y a quelque temps, il a sorti un essai, chose qu'il fait assez rarement, lui plutôt romancier, comme je disais. Il a sorti un essai qui s'appelle Histoire de ta bêtise, dans lequel il en adresse direct à on va dire une certaine catégorie de population qu'on pourrait regrouper sous l'appellation de bourgeoise, n'est-ce pas, et en particulier la bourgeoisie un peu macroniste. Ils sont pour, tu sais, c'est genre on est pour le mariage gay, mais on va pas augmenter le SMIC, tu vois ce que je veux dire? Certainement. Et pour le coup, donc il se pense très ouvert, qui se pense très machin, et il explique dans ce livre son expérience de cette bourgeoisie-là, et quels sont leurs angles morts, quels sont leurs impensés. Et du coup, là, la conférence qu'il évoque dans l'extrait que j'ai lu, c'est effectivement une conférence à propos de Histoire de ta bêtise. Il s'est rendu compte, si tu veux, à plusieurs reprises, que il s'était fait des fans, mais chez Fachou. Et alors que bon, c'est vraiment pas son équipe à lui, tu vois ce que je veux dire. Lui, c'est un espèce d'anard, voilà, très très. Mais ça arrive souvent, ça, de toucher l'extrême opposé. Mais justement, et du coup, comme en plus c'est avec des phrases à la con, genre un peu. Les extrêmes se rejoignent, etc., etc. Tu vois, il y a tout un folklore un peu merdique pour étayer un peu cette thèse. Et du coup, dans ce livre-là, il raconte cette soirée avec des fans soraliens, et qui sont pour le coup soraliens, et j'en dirai pas plus pour pas spoiler, parce qu'il y a un petit retournement justement de situation. Il en reste des soraliens. Bah oui. Alors non seulement oui, mais en plus c'est des gens qui se sont construits par. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Donc il y a un peu ce truc là. Enfin tout le livre raconte ça. Voilà. Alors le passage que j'ai lu, c'est l'intro, hein. C'est pas. Et j'aime bien parce qu'il y a plusieurs questions qui sont. Déjà, effectivement, c'est un livre qui montre que l'ennemi de mon ennemi est pas mon ami nécessairement. Pas du tout. Hein. On connaît les mots porg, les mots porg à tripartie. Oui. Mais non, ouais, pour le coup, il reconfirme ça. Puis j'aime beaucoup cette idée de, on fait une œuvre, et puis au bout d'un moment, on la lâche. Qui va prendre quoi là-dedans? Ça va servir d'excuse pour faire quoi, en fait? Pour dire quoi ça va servir d'excuse, en fait, de mon travail? Bon, ce soir, chers auditeurs, vous l'aurez compris, je ne suis pas seul, comme d'habitude, j'ai envie de dire. À ma droite, j'ai Jean-Camille, et à ma gauche, j'ai Maria. On reste à Maria, du coup. Maria, c'est très bien. On peut dire Maria Luisa aussi. On peut avoir l'audace pour trahir de continuer l'outrecuidance. Mais Maria, c'est très elle a abandonné l'idée. Ah oui, en plus moi je le mets avec le petit accent corse, j'ai Marie. Alors c'est Marie, Marie à mal à avoir les mal à Louis. Maintenant je me trompe. Pour le coup, bon, Jean-Camille fait de l'histoire, Maria fait plutôt de l'art du spectacle, c'est ça? Je suis en art du spectacle, oui. Est-ce que c'est des questions, est-ce que vous faites un petit peu de philosophie? Est-ce que toi-même tu t'es déjà posé ces questions, surtout que dernièrement il y a eu beaucoup de questionnements autour de séparer l'homme de l'artiste et l'œuvre et machin, patin couffin. Comment tu t'es posé la question, toi? Alors, pour parler de l'art du spectacle, philosophie à proprement parler, non. On a de l'anthropologie qui parle un petit peu, oui, des différences qu'on peut avoir entre l'artiste et l'art.
Mais je sais pas vraiment. Je trouve que justement ça manque. Toi, ta sensibilité, qu'est-ce qu'elle te dit sur ces sujets-là ? Disons que je pense que j'ai pas assez poussé ça parce que je ne pense pas avoir les outils pour, étant donné que je viens pas du tout de ce monde-là de base. Donc pour moi c'était toujours quelque chose de très viscéral et passionnel et pas très réfléchi. Personnel finalement. Ouais, c'est ça. Et donc du coup je me sentais pas du tout légitime à lire, à m'intéresser et tout. Donc du coup pour moi c'est quelque chose de très récent. Mais c'est d'autant mieux parce que pour le coup avoir une expérience, l'art c'est quoi sinon vouloir provoquer une expérience sensible, donc subjective. Pour le coup, ça s'y prête de pas avoir de principe de base là-dessus. Oui, peut-être. mais du coup, je suis un peu en train d'apprendre tout ça. On remonte loin dans l'histoire, etc. Donc c'est cool pour avoir les bases. Mais du coup, c'est chouette. J'apprends plein de trucs que je ne savais pas forcément. Du coup, je me sens un peu nulle parce que tout le monde est là. Ah oui, effectivement, je vois de qui tu parles. Moi, je suis là. Yes. Mais du coup, c'est cool. J'apprends plein de choses, plein de trucs tous les jours. Mais pour le coup, là, tu parlais de philosophie, donc qu'on est sur un campus universitaire et qu'on parle de nos cours, des cours qui nous sont donnés c'est vrai que au final, c'est quand même très important parce que la philosophie, qui est une discipline à part entière, a quand même, au fil du temps, couvert pas mal de sujets. Putain, tu l'as dit. Entre autres, l'histoire et entre autres, l'art. Et en fait, faire de l'histoire sans avoir ne serait-ce qu'une idée de ce qu'ont dit les philosophes sur l'histoire, ça t'empêche de faire pas mal de trucs. Parce qu'il y a déjà des types qui ont pensé à pas mal de choses à propos. Moi, je parle de ma filière, de l'histoire, du coup, pour après rebondir sur l'art. Donc, en histoire, t'as besoin de savoir qu'ont dit des anciens, des types qui sont reconnus comme étant quasiment les piliers fondamentaux de ta discipline, pour ensuite pouvoir, toi, à ton humble niveau... Du coup, c'est quoi ton rapport aux matériaux ? Est-ce que comment on fait, du coup, pour pas... comment dire ? Tu vois ce truc de... Est-ce que le lecteur de mes livres... tu vois ce que je veux dire ? Là, nous, on est carrément quand t'es dedans. face à un matériau, genre quand t'es face à un Fernand Braudel, t'es carrément dedans. Tu fais ? Et d'ailleurs, Fernand Braudel, la dernière fois qu'il a été cité à la télé, c'était le débat Zemmour-Mélenchon. Non. Et il a été cité Écoutez-moi par bien, Zemmour. petit bonhomme. Et il a été cité par Zemmour. C'est chaud. Yes. Il n'y a plus de valeur. Il y a plus de. Il y a plus de valeur dans cette France. Mais je suis quasiment sûr que il faut savoir que il me semble que ce que cite Zemmour, c'est notamment dans la thèse de Fernand Braudel, qui est la Méditerranée et le monde méditerranéen sous Philippe II. Le mec a écrit cette thèse. Est-ce que tu sais où est-ce qu'il a écrit cette thèse ? Il a écrit au camp de Lübeck, en Allemagne, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est un très beau contexte pour écrire. En fait, il référençait Braudel, mais pas là où on pensait. C'est quand même un contexte incroyable, parce que pour les auditeurs qui ne le savent pas, qui se sont pas tapés les 2 ou 3 premières années d'histoire à la fac, Fernand Braudel est considéré comme l'auteur majeur de l'histoire contemporaine pour tout ce qui est de l'historiographie, c'est-à-dire la façon de faire de l'histoire. Il a un peu, on pourrait dire, apporté de la sociologie dans l'histoire, c'est-à-dire dans la méthode historique, il a apporté un petit peu de méthode sociologique et donc une approche un peu plus éloignée, un peu plus... on arrête de se poser la question de qu'est-ce que faisait ce personnage à tel moment, mais plutôt comment vivaient les gens à cet endroit. Comment est-ce qu'ils vivaient d'une histoire un peu et l'histoire des rois, ce qui est terrible pour le coup de Zemmour et Braudel, c'est que les thèses... Boire la bouteille en même temps. La bouteille. Je me réserve. Le thème du livre, ça commence par... On continue. Quelle infamie. Non, pour le coup, il y a un truc qui est un peu terrible et qui est vachement en rapport avec ce truc-là. C'est-à-dire que Fernand Braudel t'explique assez succinctement, lui, il considère la Méditerranée comme étant des plaines liquides. C'est-à-dire que l'eau n'est certainement pas à ce moment-là de l'histoire un facteur de séparation, contrairement par exemple à la montagne qui, elle, est un véritable endroit compliqué à franchir. La mer, c'est une plaine liquide. C'est-à-dire que les cultures, les peuples, les gens, les biens transvasent par la mer comme dans une plaine.
Oui, non, mais ça, oui. Alors que Zemmour, quant à lui, il t'oppose complètement le monde chrétien, le monde musulman, islamique, et lui il va vraiment faire une opposition entre. Il va parler d'ailleurs dans ses thèses du monde musulman, du monde chrétien. Voilà, donc en gros, faut pas que Zemmour rencontre Fernand Braudel. En fait, là encore, Fight. Encore un autre. Irette est mon idole. Mais du coup, oui, je suis fan. Pas moi. Justement, c'est-à-dire que si demain Fernand Braudel avait pu assister à ce débat, il aurait probablement posé la même question. À quel moment mes écrits historiques ne m'appartiennent plus? Parce que Zemmour, ses thèses sont pas totalement, mais en tout cas sont grandement opposées aux thèses de Braudel, qui sont une espèce d'histoire lente, d'histoire des peuples, d'histoire des lieux, et qui est vraiment quelque chose qui se diffuse dans le temps. Lui, il va pas dire super Napoléon. Voilà, il va dire bien sûr, ça a eu un impact et tout ça, forcément, très important. Mais c'est une histoire longue. Lui, c'est l'histoire du temps long. Et dans l'histoire du temps long, les civilisations, elles ne s'opposent pas. Donc du coup, ça va pas se limiter à des histoires de réflexion politique. Même dans un contexte, disons, scientifique, tout le monde va y lire. D'ailleurs, ça me fait penser... Si on pense que l'histoire est une science, ça on en a déjà parlé sur Radio Nébia. Oui. Moi, ça va, je vous fous dedans, c'est bon. Non, mais c'est bon. Tu sais quoi, on n'a qu'à dire que comme j'ai fait des maths, je suis super légitime à... Voilà, ça y est, tu es béatisé. Tout ça pour dire qu'en tout cas, c'est pas que dans le domaine politique. C'est scientifique juste pour pas parler, ça reste scientifique dès lors qu'il y a une méthode d'acquisition du savoir optimale, avec les guillemets qu'il faut entendre à chaque mot. D'ailleurs, la science, n'est-ce pas, les guillemets, très cher. Ouvrons-les, c'est voilà, comme dirait quelqu'un que je ne citerai pas, parce que je me suis promis que pendant au moins une émission, je ne citerai pas un certain nom que je ne citerai pas. Le eye contact. Je ne le ferai pas non plus. Mais pour le coup, non, ouais, il y a ce truc de... Même dans la science, du coup, il peut y avoir des interprétations. D'ailleurs, c'est vrai que s'il y avait bien un exemple de ça, c'est tout ce qui tourne autour de Darwin, qui va devenir des théories racialistes, de supériorité des uns sur les autres. Effectivement, même quand on essaye d'être le plus carré possible, il y a toujours quelqu'un pour dire « Ah, mais attends, mais du coup, je peux le tuer, mon voisin !» Il y a toujours une bonne excuse, tu vois. Il y a un peu ce truc-là. Mais c'est vrai qu'en art, pour le coup, j'imagine que toi, tu fais un peu d'histoire de l'art aussi. Yes. Ouais. C'est des sujets qui t'intéressent ou pas? Disons que pour l'instant, c'est vraiment de l'histoire de l'art pur, dans le sens les Égyptiens, Mésopotamie, etc. D'accord. Mais c'est toujours hyper intéressant. Enfin, moi, de toute façon, j'ai toujours été très très fan d'archéologie. Et je peux faire une petite pause dans ce que tu disais tout à l'heure sur la science. Tu peux nous couper tu peux nous couper, mais je hein. sais pas. Oui, fais. Et du coup, aujourd'hui, c'est marrant parce qu'on était en méthodo, justement, et on parlait des sciences. Et elle a qualifié, ma professeure a qualifié l'art, la science d'art. Et du coup, c'est marrant parce que vous disiez que l'histoire est une science, mais que la science est aussi de l'art. Donc du coup, en fait, il n'y a pas trop de limites. J'ai l'impression que tout est assez complémentaire. Oui, ça c'est des problèmes catégoriels. Oui. C'est-à-dire, de toute façon, dans tous les cas, tu le vois bien quand tu vas à la fac assez longtemps, ou même quand tu... non, 10 ans, au bout de 10 ans de fac. Même quand tu vas au lycée depuis assez longtemps, je veux dire, quand tu fais des cours de bio et que ça commence à parler de molécules, finalement, ça le laisse à la physique. En fait, clairement. Comme toutes les catégorisations, en fait, il suffit d'aller à la limite. C'est ce qu'on a appelé les mouvements nominalistes, d'ailleurs, les réalistes contre les nominalistes, les réalistes qui disent non, les catégories, c'est ça, puis machin, et puis les nominalistes qui disent bon, on va quand même utiliser les catégories parce que c'est utile pour bosser, mais bon, et puis après, bien sûr, l'ornithorynque qui nous casse les couilles. Oui, toujours au milieu. Mais à côté de ça, mais en même temps, on sait la limite, il met le doigt sur. Ils savent pertinemment que ils ont conscience du fait que voilà, cette limite-là, et même nous, je regarde le Técos
en même temps parce que c'est des sujets qu'on connaît, mais effectivement même quand il s'agit de physique bien dure, il y a des endroits de l'univers où est-ce que il faut effectivement lier des règles qui seraient plutôt associées à l'infiniment grand et des règles qui seraient plutôt assignées à l'infiniment petit. Je pense au trou noir, ce qui peut se passer dans des moments très spécifiques, supernova, étoiles à neutrons, tout ça. C'est des moments où est-ce que il y a des choses assez petites, mais il y a quand même de la gravitation très forte, donc normalement c'est des grosses étoiles, etc. Donc même là, les catégorisations bien fermées, au final, sont pertinentes jusqu'à un point, quoi. Ouais. Il y a vraiment ce truc-là. Pour le coup, est-ce que c'est sa composante artistique qui fait qu'on peut interpréter la science ? Ça, j'avoue, je sais pas. C'est une super belle question que tu viens de poser, Claire, parce que pour le coup, oui, j'ai des fulgurances des fois. C'est vrai. Non, mais ça s'est vu dans tes yeux, ça s'est illuminé. On a vu la lumière jaillir de cette question. Mais en vrai, oui, pour le coup, c'est vraiment un questionnement qui est intéressant parce que au final, tout ce que l'homme, en règle générale, produit va venir d'une certaine sensibilité. Même les maths les plus dures, même les maths les plus les plus rares du paquet. Je veux dire, comment il s'appelle François, notre fanfan, pas nous, le fanfan Bégodeau. Lui, il s'en cache pas, quoi, d'être super à gauche, quoi. C'est pas, il s'en cache pas. Qu'on vient lui fasse. Donc oui, non, mais ce que je veux dire, c'est comment avec quelqu'un comment un facho, comment un fâcheux peut arriver, fâcheux personnage peut arriver et dire celui-là c'est mon copain. celui-là d'autant plus que après la sortie après la sortie du livre, il a fait plusieurs interviews après la sortie de Histoire de ta bêtise, il a fait plusieurs interviews sur plusieurs plateaux. Parce que c'était quand même un alignement des planètes assez particulier, parce que il parlait d'une catégorie de population qui était précisément les éditorialistes susceptibles de l'inviter sur les plateaux. Tu vois ce que je veux dire ? Donc il se retrouvait, et alors lui il y va, parce que là-dessus il est un peu il sait faire la scène, Bégodeau. Ah bien sûr, oui. Il s'est envoyé des fions. Oui. C'est un peu son métier aussi, quoi. Non mais complètement. Enfin son métier, je sais pas. C'est pas son métier. Non, c'est pas son métier. Il est juste très bon. Il a comment ? Oui, voilà. Mais alors il y a peut-être un peu de ça parce qu'il a quand même une carrière de critique cinéma dans Transfuge, dans les cahiers du cinéma, etc. Et maintenant dans une superbe émission que je vous conseille d'écouter sur SoundCloud, putain, décidément super promo, qui s'appelle La gêne occasionnée et qui bon bref, dans tous les cas, les médias et les interventions de ce personnage n'ont pas manqué et ça me semble assez explicite pendant ces interviews, pendant ces machins, que il est pas copain avec ces gens-là, quoi. Oui, mais en vrai, moi je me pose une question là quand tu dis ça. Comment il a été qualifié par les médias, par les grands médias ? Quel adjectif qualificatif il en était ? Mais en vrai, que nous a dit BFM ? Mais comment, dans les titres, il était présenté ? Est-ce que c'était pas un peu présenté comme un énorme facho ? Non, il est souvent présenté comme un romancier. Parce que les gens lisent le titre, mais ils ne regardent pas l'interview. Les plus aguerris disent romancier anarchiste ou romancier extrême gauche, et les plus nuls disent réalisateur parce qu'ils se sont souvenus que de sa Palme d'Or. Alors qu'en vrai, en plus, sur le truc, il est même pas réalisateur. En fait, il a juste écrit un livre qui s'appelle Entre les murs, et du coup, il a été sur le plateau pour aider à la scénarisation, etc., et il joue en tant qu'acteur dedans. Mais en tout cas, c'est pas le réal. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est vrai. Les plus nuls vont rester sur Entre les murs, qui date de, je sais plus, 2006, une connerie dans le style, j'en sais rien, tu vois. Il y a longtemps. Enfin, en tout cas, qui commence à dater, tu vois, qui fait plus de 10 piges, tu vois. Donc un truc qui
qui est pas qui machin. Donc c'était, mais du coup 2006 c'était il y a 15 ans. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, il y a plus de 10 ans en tout cas. Et pour le coup, il y a pas ce truc à aucun moment. Puis même si sur une interview il y a quelqu'un qui avait dit extrême droite machin, je te promets que lui n'avait pas laissé passer ça. J'imagine. Il aurait commencé par sauter les 2 pieds dans la bouche et faire écoute-moi bien encore. On ne parle pas comme ça du fanfan. Et donc ouais non, il y a ce truc où je vois pas comment est-ce que cette confusion peut arriver quoi. Mais ça c'est un truc qui arrive souvent par exemple en art. Il y a pas mal d'exemples d'œuvres qui échappent à son artiste et qui finissent complètement réutilisées par des gens qui ne sont de base pas en accord. Pas comme Banksy. Je sais pas, à chaque fois je dis Banksy. En plus j'ai vu une expo de lui, à chaque fois je fais c'est sympa Banksy. Je fais non, à la fin j'ai appris que c'était Banksy. Putain, j'ai encore du mal. Banksy. Ouais, comme Banksy, oui. Lui, il a été mal compris, oui, Banksy. Il a fait une œuvre qui devait s'auto-détruire. Ah oui, il a fait pour leur faire un gros fuck à tous ces gens, voilà. Sauf que ça a mal terminé. L'œuvre s'était pas autodétruit en totalité. Donc du coup, en fait, l'œuvre mi-d'autodétruit, s'est vendue X fois plus cher que. Il a pris quelques millions en plus. Ouais. D'accord. Alors que c'était censé faire l'effet inverse. Mais c'est toujours ça pour le coup c'est toujours c'est vrai que c'est toujours une question qui est compliquée parce que l'artiste une fois qu'il produit son œuvre, peu importe l'œuvre, que ce soit une thèse d'histoire ou un tableau, il n'en est plus tant propriétaire. Vous pensez que c'est juste l'ennemi commun qui peut faire à ce point des alliances? En vrai, moi je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure. C'est notre ami, notre futur président de la République, Éric Zemmour. On nous le souhaite. Putain, meurs. Qui, pour le coup, en fait, je pense que ces gens-là, ils savent très bien ce qu'ils utilisent. Ils savent très bien ce que pense l'artiste. Les meilleurs, après il y a des idiots qui sont là, qui comprennent pas, de toute façon ils n'auraient pas compris, soit à droite ou à gauche, c'est un peu la même espèce, mais ceux qui comprennent ce qu'ils sont en train de faire, je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils utilisent, ils savent très bien le matériel qu'ils utilisent, et ça leur apporte un petit peu une espèce de... Comme Zemmour qui se dit... sous couvert de la blague, mais sans trop blaguer, marxien. Ouais, mais vraiment, parce que, je sais pas si tu lis des passages de Zemmour, il utilise un vocabulaire marxiste. Il parle de des classe passages, sociale, des passages, il parle des trucs, tu lis ça, tu dis, mais... Quoi? Quand? C'était avec toi qu'on avait chopé sur le passage qu'il cite Haroun dans un spectacle. Évidemment, je l'ai peut-être dans c'est comment? Que je n'ai pas perdu. C'est machin. Putain, il y a une sortie. Je sais, mais d'où ça sort? Moi, j'étais resté sur. Il y en a une qui est parfaite aussi, mais t'inquiète. Enchaîne, je l'ai. Ouais, tu l'as. Non, pour le coup, il avait une sortie sur les caïds des banlieues qui veulent se taper des mid-class blanches, machin, tout ça encouragé par l'islam et leurs ancêtres barbaresques. Mais tu sais, ça. Alors je l'ai là. Je l'ai exactement là. C'est le patriarcat des caïds de banlieue et autres grands frères s'appuie, lui, sur le trafic de drogue et les préceptes coraniques, suivant l'exemple des ancêtres barbaresques, pour séduire ou violer les jeunes femmes des classes populaires blanches, fascinées par leur train de vie de grands seigneurs de la pègre ou terrorisés par leur brutalité et leurs menaces. Ah mais je veux dire, on est d'accord que ça vaut pas. C'est aussi décalé, si tu veux, que Delesquin qui veut supprimer les musiques congoïdes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc de... Les gars, ils sont sur une autre planète, quoi. C'est complètement à l'ouest. Toi, tu produis un petit peu, Maria, tu t'essaies à la production d'art ou pas encore? À mon échelle, hein.
Oui, non, Ne serait-ce qu'à la réflexion de la production de l'art. Non, je fais déjà des petits trucs, mais je n'allais pas voir elle le fait. Je suis pas hyper proud de ce que je fais. Donc, ouais, mais Dans quel style? En fait, moi, au-delà, je fais beaucoup de danse, mais au-delà de la danse, j'aime beaucoup la mise en scène, la scénographie, écrire. Donc, j'ai fait pas mal de courts-métrages déjà, où j'ai joué dedans, dansé dedans. Et j'en ai écrit un qui devait être joué cet été. Mais j'étais trop occupée à boire des bières. Donc clairement il s'est pas fait, mais bon on a fan d'artiste. Non. En règle générale, même de mathématiciens, c'est pas une fan d'artiste, c'est un carburant. L'alcool, ça suffit. Non, ouais, il devait être joué cet été. J'avais quasiment tous mes acteurs. On a le matos, on a le réel, etc. Ici sur Corté? Non. Sorry. Peut-être ça sera sur Corté du coup, parce que j'ai rencontré plein de personnes hyper sympas. Donc peut-être qu'ils pourraient Et du coup, c'est des trucs où il y a des risques qu'il y a un jour des fachos qui viennent te voir. Merci, ça m'a beaucoup inspiré. Quel risque? Dedans, il y a quoi? Bon, ça parle. Non, franchement, je pense pas. Et s'il le ferait, ça serait très bizarre. Peu de risques de récupération. Non, peu de risques. Bon, franchement, l'homosexualité, ça fait pas très waouh. De quoi? Non, ça parle dedans, il y a de l'homosexualité, mais ça parle pas d'homosexualité, mais il y en a dedans. Mais du coup, qui récupère ça n'aurait aucun intérêt. Bah justement, t'en as où il y a de l'homosexualité qui verrait une pointée du doigt. Regardez, maintenant c'est partout. Je sais pas. Il y a bien des gens sur la théorie de l'évolution, ils ont dit faut avec que les des homosexuels dessus, quoi. Incroyable. Pour le coup, moi j'avoue que c'est vraiment une question que je me suis un peu posée. Le coup de les amis de mes livres sont-ils mes amis? Là, cet été j'ai fini un bouquin. Je sais pas. Félicitations. Merci. Ça m'a pris 2 ans à l'écrire parce que je bosse. Je pas que ça foutre. Chômeur. C'est le chômeur. J'ai 2 boulots, je vous ferai bien. Tu te rends compte? Ah non, merde. Enfin, officiellement, j'en ai pas 2. T'en as qu'un seul. Tu travailles. Tu es on se démerde au milieu des gruges, mais enfin bref. On se démerde pour bouffer. Bon. Et pour le coup, surtout que beaucoup de la question beaucoup des questions que je me suis posées autour du bouquin, c'est tourné autour de l'esthétique, justement, de ce livre. C'est à qui ça va parler. Le livre parle en gros de légitimité, d'institution, pourquoi est-ce que quand je fais mon boulot de prof de maths, pourquoi est-ce que ce que je dis jamais, je ne dis jamais ça, parce que je suis pas fou, mais si je disais à un parent votre enfant est bête, le parent le croirait, même l'enfant le croirait. Tu crois? Oui, je ne suis pas sûr. Moi, je suis sûr. C'est pour le coup le pouvoir de. Mais alors, si tu veux, je n'ai pas du tout cette vision du professeur vis-à-vis du parent et de l'élève. Alors, pour le coup, promis que ça marche. C'est lui le professeur et c'est lui qui le dit. Non, même pas. Mais parce que je le vois avec des collègues. Je le vois avec des collègues je vois avec des collègues qui, pour le coup, effectivement, en fait, leur parole a une portée, tout comme. La parole d'un médecin a une portée qui fait qu'on va vraiment prendre les médocs s'il nous dit voilà, c'est ça, comme si c'était notre mère on était un enfant et qui nous, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Après il y a toujours des gens qui vont résister à ça. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a les 2 extrêmes justement. Quand on parlait des extrêmes, il y a vraiment le truc de le prof a la parole, la vérité générale, et du coup il faut le croire à 100% et l'élève c'est soit une merde soit un dieu. Soit il y a l'effet complètement inverse où c'est le parent qui sacralise complètement l'enfant et dès qu'il y a quelque chose de négatif de la part du prof, moi j'ai déjà vu dans mon école élémentaire des mamans courir derrière des profs en les insultant et le prof faire des tours pour pas se faire frapper. Non, mais après il y a toujours des gens à résister. Oui. C'est-à-dire que tout comme il y aura des gens qui chez le médecin diront non, moi je ne vous crois pas, je vais plutôt me faire des fleurs de bac, tu vois. Ça marche. Donc oui, non mais ça, tu vois ce que je veux dire. Donc en vrai dire, il y a toujours des gens pour défier l'autorité. Mais ce que j'essaye de faire, c'est
délier cette espèce d'impensé qui est l'autorité et l'autorité acceptée, si tu veux. Ça, pour le coup, les expériences en sociologie comportementale manquent pas pour montrer à quel point on est fou, quoi, tu vois, là-dessus. Et donc, du coup, les gens qui ont pensé à ces questions-là et qui ont laissé des traces en y pensant sont beaucoup des universitaires. Tu pars de Durkheim, tu passes par Michel Foucault, par Lévi-Strauss, par Marcel Mauss, par Pierre... Ah putain, j'ai failli le dire. J'ai failli dire le... T'as raté. Il a pas terminé. Franchement, tu as raté. Non, ça compte pas. Je l'ai dire Pierre Juvet. Non. Pierre Juvet. Pierre Boujuvet, peut-être. Mais je ne l'ai pas dit. Enfin, tu vas passer par tout un tas. Puis après, bien sûr, tu vas finir sur Frédéric Lordon et voilà, des gens encore vivants, pour le coup. Mais du coup, ça donne une esthétique très académicienne, très bourgeoise en fait, on va pas se cacher derrière notre petit doigt, sauf que du coup ma maman elle pourra pas comprendre. C'est ma maman qui fait le ménage depuis que je la connais. Sur la vulgarisation. Et c'est pas possible, quoi. Oui, ta maman elle peut pas comprendre Pierre Bourdieu, c'est sûr. Pas tout de suite. Et ma maman non plus. Non, ma maman non plus. Et pourtant elle fait pas le ménage. Elle est assistante sociale, donc elle a un peu, tu vois, genre. Non, mais c'est-à-dire tout le monde pourrait. À peine au-dessus de faire le ménage dans la hiérarchie sociale c'est des gens qui ont les facultés intellectuelles tout bien comme il faut. Tu vois, je veux dire, les trous au bon endroit. Tu vois, tout va bien. Tu vois, mais ils ont un habitus, des déterminismes qui les emmènent à se détourner bien souvent du langage de l'oppression. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, complètement. Donc, la question esthétique de comment rendre ça... Moi, je transformais ça en... Il faut que ce soit une discussion de comptoir, tu vois ce que je veux dire ? Donc, par moment, c'est des discussions de comptoir qu'il y a dedans, et par moment, il y a des choses qui sont très... très académiciennes. Comment on peut dire ça sans dire le mot ? Non, oui, très académiciennes, tu vois, très, très froides, si tu veux. Donc, du coup... Ça, pour le coup, sur le coup du langage, c'est vrai que c'est terrible, parce que t'as des trucs de pensée qui sont super puissants, genre l'angle alpha de Lordon, tu vois. Je sais pas si tu connais. Non, mais effectivement, dans le sens il y a des termes où, même en philo, il y a beaucoup de gens qui ont peur de se mettre à la philo parce qu'il y a trop de termes qu'ils ne comprennent pas alors qu'ils sont complètement intelligibles, mais c'est juste le fait de se plonger là-dedans, et c'est le problème des parents, etc., même de ma génération. Tu vois, tu dis ça, mais tout à l'heure, juste avant, on était en bas, on jouait des trucs. On cherchait le la. Cherchait le la du saxo. Cherchait le la. Ah putain, t'as commencé le saxo du coup ? Oui. Incroyable. Et pour le coup, il y avait guitare, piano, avec deux filles qu'on a trouvées en bas, en passant. Et pour le coup, une qui est en sciences de la vie, qui fait de la biologie, des trucs comme ça. Oui, les deux, mais l'autre, pas pertinent par rapport au propos, mais je veux dire, la Marion. Et pour le coup, elle me dit, oui, j'ai essayé d'aller en sciences de l'éducation 2 semaines parce qu'il y avait des mots trop littéraires. Et du coup, je suis retourné en sciences, entre guillemets, dures, tu vois. Donc il y a aussi ce truc de... ça effraie ah aussi, oui, ça fait peur parce que ça demande beaucoup de temps et il faut s'attarder à ça, quoi. Mais complètement. Et c'est vrai que pour le coup, moi, mon expérience de gribouilleur, oui, c'est pas encore assez bon pour que je parle d'écriture, tu vois. Attends, tu l'as pas lu. Tu l'as pas lu encore, attends. Non, mais tu vois, quand tu l'auras lu. Tu verras. On va avec son compte. Non, c'est pas de la faute. Achetez-le. J'ai pas dit le titre, j'ai pas dit... Achetez-le quand même. Cherchez, il s'appelle... Pourquoi tu m'as coupé mon Amazon, micro ? La régie m'a coupé mon micro. sur Amazon. Non, mais pour le coup, c'est vrai que je me suis beaucoup inquiété de ça en me disant, et si les gens pour qui j'ai écrit ça le lisaient en se disant, putain, merde... tu sais, en le comprenant mal, mais diamétralement comme ces cons-là, tu vois ce que je veux dire ? Je comprends. En mode, non,
Je devrais continuer dans le rapport de domination. Celui-là est écrit pour... c'est pas compréhensible. Non, mais c'est vraiment le type de truc que il est cool ce livre, mais bon, je suis obligée de lire la page 10 fois pour comprendre, donc du coup, j'avance pas. Et de prendre chaque mot et de regarder ce que ça veut dire. Alors que... Je sais pas du tout de quoi vous parlez, je ne suis pas du tout en train de lire Brodel. Ah ouais. Ah putain. Compliqué. Ouais, mais là, c'est pas pareil. Parce que là, c'est un ouvrage scientifique. Donc je sais qu'il ne s'adresse pas à moi. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? C'est-à-dire que c'est une thèse qui a été écrite pour parler là directement des universitaires, ce que je ne suis pas, évidemment. Mais c'est sûr que pour le coup, essayer d'apporter des idées complexes, dans le sens propre, c'est-à-dire genre vraiment des idées qui sont un peu compliquées à appréhender, à tout le monde. Et dans le sens le plus large du terme, bah ouais, c'est sûr que c'est autrement plus compliqué que d'essayer de faire de l'universitaire avec des universitaires. Où tu as déjà tout qui est déjà pré-mâché, puisque ils se sont déjà tapés les livres chiants que personne n'a envie de se taper. Oui, non, ça me fait penser à un machin de Sartre. Ça s'appelle l'intelligibilité de l'histoire. C'était un truc qu'il avait écrit avant d'être sacré pape de la rive gauche, tu vois. Et il écrivait des trucs pour, des trucs bon, tout à fait moyens. Mais pour le coup, le chapitre est intéressant parce que effectivement, il est complètement incompréhensible. Et j'aime bien que le truc s'appelle l'intelligibilité de l'histoire et soit complètement. Déjà, souvent, quand dans le titre il y a intelligibilité. Tu sais déjà... des mots de plus de 3 voire 4 syllabes. Non, mais c'est pas ça. Tu sais déjà que ça va être chiant. Non, mais c'est pas ça. Mais je veux dire, déjà, c'est un mot qui va pas tu vois ce que je veux dire? C'est pas un mot que tu vas trouver, machin. Disons qu'intelligibilité, c'est un mot que tu vas comprendre après l'avoir répété dans ta tête. Mais vraiment, non, mais je comprends complètement ce que tu veux dire. C'est le genre de mot où tu vas devoir quand même te poser la question. Parce que quand on te dit mot, bah, tu vas pas te répéter mot dans ta tête pour savoir ce que ça veut dire. Tu sais instinctivement ce que ça veut dire. Intelligibilité, si t'as pas l'habitude de l'entendre, bah, tu vas te dire intelligibilité. Ok, ouais, ça veut dire ce que je comprends de l'histoire. Et en vrai, bah, ça, c'est la preuve aussi. Mais peut-être que Sartre, lui, bah, le mot intelligibilité, il est parfaitement intelligible. Non, mais je veux bien, mais je veux dire. Oui. Mais même un mot en anglais, si tu veux. Mais non, mais je peux trouver le sens. Mais le truc là, c'est que. Mais sauf que il y a des mots en français. Intelligibilité, c'est un mot français. Oui. C'est un mot français. C'est en français, c'est du français tout à fait correct. Mais la plupart des gens vont devoir se poser la question. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Moi, je t'en trouve des mots français que tu sais pas ce que ça veut dire. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est ce que je te dis. C'est-à-dire que sauf que je pense que pour Sartre. Intelligibilité, c'est parfaitement intelligible. La pièce de théâtre là de Lordon là, qui est tirée du bouquin de Lordon en alexandrin. Excuse-moi, c'est que des mots en français. Eh oui, mais pourtant tu comprends rien. Mais qui ça fait bander? Mais je suis d'accord. C'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des. Non mais c'est vrai. Non mais oui. C'est du vocabulaire qui n'est pas compréhensible par la plupart des gens. Tout à fait. Mais c'est ça. Mais du coup. C'est ça qui est con. Parce qu'en vrai. Quand tu parles. Mais il est, j'allais dire, il est intelligible, certes, mais il est quand même compris par le lecteur comme ça, enfin même dans ses tripes, il sent que ça vient de là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'était un petit peu c'est un petit peu le problème qu'ont beaucoup de gens à gauche qui font des phrases trop compliquées, c'est que. Et c'est super, c'est des super phrases, vraiment, elles sont géniales. Tu vois, on disait Lordon, moi je le tiens que. Non, mais que ce soit. Enfin, il a fait des trucs quand même depuis une longue fois, mais je veux dire. Il est hyper puissant, c'est sûrement un des penseurs français, certainement le plus à suivre. Tu vois, il n'y a pas de souci. Il est hyper costaud. Moi, j'adore ce qu'il fait. J'adore comment il reprend Spinoza, il le retourne comme une crêpe et puis il en fait quelque chose de tout à fait contemporain. Mais mon frère, un jour, j'ai essayé de lui montrer, il m'a dit ouais, mais il m'énerve. Et c'est marrant parce que c'était pas de l'indifférence. C'était ouais, mais il m'énerve. Parce que c'est de la frustration. Ouais, ça lui rappelait. En fait, lui, il a pas son bac. Enfin, comme la plupart des choses de ma famille. Si on enlève les bacs agricoles, il reste plus grand monde. Je veux dire, il y a ce truc de, ça nous rappelle ceux qui étaient du mauvais côté du bâton, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Donc, du tuyau.
Oui, ou du tuyau, oui, tout à fait. C'est une private joke pour nos auditeurs. Oui. Les plus aguerris auront compris. Les rares d'entre vous qui ont connu le tuyau. Après, à chaque fois qu'on écrit quelque chose, on doit penser à quel public on veut toucher. C'est-à-dire si tu... Moi, c'est un truc qu'on m'a beaucoup répété au début. En plus, toi, en étant quelqu'un qui écrit, c'est quand je pense que quand tu emploies des termes comme ça, tu te dis pas que je vais toucher à la... Enfin, tu as conscience quand tu écris ça, tu te dis pas. Oui, mais du coup, qu'est-ce qui doit prévaloir ? Est-ce que c'est ça dépend. justement, Ça dépend je veux être sûr de toucher mon machin, forme. ou est-ce qu'il faut que ça me plaise, tu vois ? Et au final, ça trouvera son public. Moi, je sais qu'il y a des trucs que j'ai... Je pense que c'est très important à qui tu veux parler. Parce qu'il y a ce que tu dis, mais à qui tu le dis. Il y a beaucoup de choses, moi, que j'ai écrit, que je ne publie pas, que je garde pour moi, parce que, voilà, mais que j'écris très narcissiquement, c'est-à-dire... mais que, enfin, tu vois, comme n'importe qui fait une production artistique et qui dit « je veux que ça me plaise ». Et oui. Pas je veux que ça parle à un tel. Tu vois, là, d'ailleurs, je veux que ça me plaise. Est-ce que Sartre, quand il écrit l'intelligibilité de l'histoire, est-ce que pour lui, c'est pas carrément intelligible ? Et est-ce que au fond lui il se comprend pas parfaitement ? Oui, mais il l'écrit pour. Mais avec peut-être une pointe de naïveté aussi, tu vois. Mais genre des fois il y a des fois en fait quand tu fais partie d'une classe, tu ne te rends pas compte de tes propres. Complètement. Bah oui, des propres facteurs qui te définissent, et ce qui est marrant, notamment le vocabulaire. C'est justement ce truc d'intelligibilité de l'histoire, je l'ai tiré d'une chronique de la haine de machin, tu vois, ça, de Pierre Desproges, qui est fou, c'est des séries. Non, mais c'est une série de machin qui est proprement géniale et très peu connue, donc machin. Oui, une phrase de Desproges. Et du coup, juste derrière, il dit un truc genre. Oui, il dit, voilà, c'est ça. Il dit, il faut bien voir que quand Sartre écrivait ce genre de conneries à la fin des années 50, il ne se le prenait pas encore au sérieux. Il n'avait pas encore été nommé pape des béats de la rive gauche. Il écrivait surtout pour du pognon ou pour faire rigoler Janco. Il se contentait de cartonner dans des feuilles de choux antifascistes primaires avec une mauvaise foi. et le passage en question, pour que vous preniez conscience de l'horreur, d'ailleurs, Julien, c'est... Desproges, ton seul humoriste de droite que tu apprécies. Quelque chose comme ça. Il n'est pas de droite, mais enfin oui. Écoute, en tout cas, il se définit bien. Hein. Il croit un peu trop fort au libre arbitre, oui. Mais bon, là, la sortie, c'est il faut revenir sur cette première vérité du marxisme. Ce sont les hommes qui font l'histoire, et comme c'est l'histoire qui les produit en tant qu'ils la font, nous comprenons dans l'évidence que la substance de l'acte humain, si elle existait, serait au contraire le non-humain ou à la rigueur le pré-humain en tant qu'il est justement la matérialité discrète de chacun. C'est plus drôle quand c'est les proches qui le disent d'ailleurs. Non mais on est d'accord que en termes de là t'écris pas pour être intelligible, t'écris pour te faire plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Et je peux comprendre ça. J'ai gribouillé des trucs pour me faire plaisir. Moi de la phrase. C'est important. Oui, mais complètement. C'est un peu pour te prendre. C'est normal. Complètement. Et même parce que c'est les mots qui te viennent à l'esprit, donc il faut pas réfuter ça. Enfin, je veux dire, il faut le dire. Ouais. Pas forcément en pensant aux gens qui vont le lire. Mais du coup, quand je fais ça, j'ai pas. Enfin, quand on fait ça, je pense qu'il faut pas. Quoi que. Faut pas le publier, t'as dit ? Faut pas avoir l'audace de le jeter entre les dents du premier venu. Mais peut-être que oui. Écoute, moi je pense que oui. Non, mais peut-être qu'il y a peut-être une approche. Et combien sont les artistes qui auraient. T'imagines si cette pensée était collective? Combien sont les artistes qui auraient publié aucun de leurs textes? Oh, mais attends, tu sais combien de putains de recueils de poèmes chiants comme Un jour de pluie on publie chaque année? Mais c'est pas grave. On sait pas quoi en foutre. Mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Ça bousille des arbres. Ça bousille des arbres. Le dernier argument trop nul, tu sais. Oui, mais les arbres. On les replante. Les arbres qui sont faits pour ça. Et puis de toute façon, non, mais c'est vrai qu'il y a des arbres qui sont faits pour ça. Il y a des arbres qui sont faits pour ça. Le papier, en France, c'est très bien recyclé. Je vous crois. Ouais. Non, mais il y a ce truc de... En fait, je sais que c'est un affect très personnel, mais j'ai l'impression d'une grande impudeur, si tu veux. Et ça me gêne un petit peu. Mais tous les écrits... que ça gêne. Enfin, moi, sincèrement, tous les écrits sont impudiques. Non, il y a des écrits qui sont... Les écrits pudiques sont tristes et chiants. Moi, je comprends qu'il y ait des écrits qui soient à destination d'eux, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, comme tu parles de vulgarisation, etc.
Par exemple. Oui, pour moi, ça, c'est pas impudique. Enfin, tu fais des efforts pour mettre la forme, mais au fond, si tu écris ça, c'est parce que tu as très, très, très envie que des gens aient accès à ce que tu racontes. Alors, après, on peut se dire que à la fin des fins, dans tous les cas, c'est toujours pour soi, etc. Mais si, sur une des surcouches, il y a la considération pour le lecteur, c'est bon, allez, ça passe. J'ai pas ce truc de... Enfin... Moi, par exemple, j'ai beaucoup, depuis gamin, comme tous les connards, j'écrivais des poèmes aussi, tu vois. Mais jamais il m'est venu à l'esprit de dire, je vais faire subir ça à des gens. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu te sentais pas légitime ou parce que tu te dis que ça allait pas toucher? Alors, bien sûr, il y a sûrement des histoires de légitimité dans cette affaire, hein, même inconsciemment, etc. Bah oui, c'est sûr. Mais aussi parce que c'est des trucs que j'écrivais, qu'il fallait que je sorte et qui étaient pour moi. Et c'était pas à destination de personne d'autre à part toi? Bah oui, c'était pour moi, éventuellement pour... Ton petit journal intime. La dernière fois, je suis retombé sur justement la pile de machin, et c'est pas compliqué, hein. 9 sur 10, c'est à propos d'une fille, et le 10e, c'est la mort. Yes. Ah. Si ça, c'est pas des thèmes adolescents. Je crois que moi, après, alors qu'il y a déjà les fleurs du mal, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que je vais aller faire chier le maintenant standard avec mes considérations de petit con. Ça, pour le coup, c'est un problème. c'est C'est un problème. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Marie-Louise, mais c'est un problème de l'art. Comment on fait un truc qui n'a pas déjà été fait? Ah bah ça, c'est la grande question que je me pose en ce moment. C'est justement quand on parlait des cours, etc., ce qu'on apprend. Plus j'apprends des choses, et plus je me dis, mais en fait, il y a plus rien à créer, quoi. Parce qu'à chaque fois que je m'imagine un truc, je m'imagine quelque chose, le jour d'après, je m'intéresse un peu au truc et je vois que quelqu'un a fait exactement la même chose. Et c'est là que je te dis, en fait, il n'y a plus trop de place pour toi, en fait. Je sais pas. Par exemple, Après, il y a toujours des réécritures, des réappropriations, etc. Mais c'est vrai que le sens même et même des fois la forme... T'as une chanson préférée? Oh non. Non. Moi, j'en ai. 2 chansons préférées. Non, mais pour le coup, tu prends une chanson standard qui te plaît, tu vois, qui est faite par une voix inégalable, genre... Freddie Mercury. Ouais, je pensais à Amy Winehouse, qui est quand même une voix de jazzwoman. Moi, je lançais un truc sur qui est très difficile. Bon. De faire de l'intégration, de l'inclusion. Ouais, de l'inclusion. Mais pour le coup, cette chanson-là... Bon, c'est bon, ta gueule. Pour le coup, cette chanson-là, t'as beau l'aimer, si tu la reprends, ce sera ta voix. Oui, c'est comme... oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme les covers, chaque cover est différente, même si le texte est le même. Tu vois le comment s'appelle ce morceau de Muse là, Feeling Good. Typiquement, la version de Nina Simone, elle déboîte. La version de Muse, moi je l'aime beaucoup aussi. Ça n'a rien à voir. Nina Simone, c'est Nina Simone aussi. Alors, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Ou est-ce que c'est la même chose? Putain, franchement, pour dire que c'est la même chose... Ouais, mais est-ce que ça impacte plus? Parce que quand les gens ont fait ça pour une première fois, je pense à la danse dans Pina Bausch, etc. Après, il y a eu plein de dérivés, il y a eu plein de reprises, il y a eu plein de... Mais ça ne restera jamais égalable à ce truc. Tu sais, quand la première fois que tu le vois, tu fais « Ah ouais, il y a un truc. » Pourquoi alors ça doit être, comment dire, égal? Enfin, je sais pas comment dire. Oui, c'est pas égal. On cherche pas l'égalité. Oui, bien sûr. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais je sais pas du coup si c'est aussi marquant aussi. Ça, c'est ce que je me dis pour me rassurer, parce que franchement, si on se figure, parce qu'après, il faut juger si c'est égal ou pas. Mais comment il s'appelle là? Il y en a un qui a repris Una mattina, qui le fait en mode opéra. Même Jules l'a fait. Ouais, même franchement. Bon, nous, c'est une chanson qui encore sans plus un aspect un peu particulier. Ouais, Watch Event, ils ont repris. Mais il me semble, c'est Watch Event. Oui, mais il y a longtemps, tu vois. Bon, maintenant, ça vous, enfin. C'est pas égal, mais c'est autre chose. Non, et puis les gens sont allés voir la vraie. Comme et puis on dit, après, une les gens. réinterprétation. Et c'est comme les pièces de théâtre classiques. Oui, Maître Gims et Joe aussi. C'est comme les pièces de théâtre classiques. Quand on regarde des pièces de théâtre qui ont été faites, quand on regarde, je sais pas, Hamlet
ou quoi que ce soit, c'est vraiment un truc classique, chaque année, pour parler du Festival Avignon, parce que je viens d'Avignon, chaque année, on a des pièces, et des fois c'est catastrophique, hein, faut pas se mentir, mais des fois c'est vrai que c'est très intéressant, et il le remodèle, et on se dit, c'est une relecture, et en fait ils appuient sur des choses qui n'étaient pas appuyées sur la première fois. Et même les mœurs ont changé, la société a changé, etc. Il a réadapté. Mais tu vois, le truc de Maître Gims, tu vois, on parlait d'esthétique tout à l'heure. Bella Ciao, une originale sur vinyle qui date de 1927, machin, tu vois, ou un truc comme ça. Ça va pas forcément toucher des jeunes générations. Le coup d'un Maître Gims, il va arriver et ça va toucher les jeunes générations. Ce qui est marrant, c'est que du coup, Quand Pourquoi t'as bugué? Quoi? Non, parce que j'ai entendu. Oui, mais du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Du coup, oui. Comme Corneille, par exemple, je prends un truc tout con, où Youssoupha a aussi plein de phrases comme ça, où du coup, maintenant, quand on entend ces phrases-là, on fait ah ouais, c'est Youssoupha, ou ah oui, Corneille, ou même pour parler de Flaubert. Maintenant, quand tu parles de Flaubert, il pense aux youtubeurs, mais du coup, ça met des autres. Non, mais c'est vrai, parce que ça met des autres. Des autres. Vrai, en plus, hein, non, mais c'est vrai, parce que du coup, les gens disent Flaubert. Je connais mal les deux, de toute façon. Je sais que c'est un défaut, faudrait connaître Flaubert. Ouais. Mais du coup, c'est cool parce que cette génération ne s'est pas intéressée aux écrits d'avant ou au spectacle d'avant, mais du coup connaissent quand même par le biais d'une réinterprétation. Donc du coup, ils connaissent sans connaître. Et ils peuvent se l'approprier différemment. Oui, tout à fait. De là, enfin, faut espérer qu'ils le comprennent pas en mode. Du coup, Éric Zemmour a raison. Mais du coup, Éric Zemmour a compris. Du coup, Brodel, c'est quand même un peu raciste, non? Du coup, l'histoire. Je vais aller partir en fac d'histoire et je vais lire les livres d'Éric Zemmour. D'ailleurs, juste rapidement, ma promo d'histoire. Il y a des gens dans ma promo d'histoire qui n'ont pas lu les livres qui étaient conseillés par mes professeurs, mais qui ont lu Le Suicide français. Putain. Et ça c'est une terrible conclusion. Et ta promo d'histoire, j'ai l'impression justement, que c'est on arrive malheureusement à la fin. C'est déjà fini. Et il nous reste des bières. Incroyable. Pas beaucoup. Mais du coup, on va aller rejoindre celle du bar. Les amis, est-ce que vous voulez conclure, dire quelque chose? J'ai cru que t'allais dire que vous voulez qu'on fasse une prière. C'était tellement solennel que j'ai l'impression que tu voulais que vous finissiez sur une prière. On se tient les mains. Non, pas moi, je fais pas ça. À l'esprit de la radio. Enfin, pas les conventionnels, on va dire. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Est-ce que déjà l'extrait vous a plu? J'aurais dû commencer par cette question. Oui, beaucoup. J'aime beaucoup. Là, on aurait pu tenir encore au moins une demi-heure sur l'anecdote du couple qui se nourrit par l'entremise d'un adversaire extérieur. Enfin bref, il y a en vrai c'est un très bon bouquin, les copains. Donc je redis, l'auteur François Bégodeau, le livre Notre Joie aux éditions Pauvert. Voilà, les copains, un dernier mot ou pas? Je te laisse la parole. Honneur aux dames, on dit. Honneur aux dames. Honneur aux dames. Ah, ok. Qui te dit que je suis une femme? C'est pas très incluant ce que tu parles d'inclusivité, mais oui. Moi, je peux finir sur fut un temps, les facs d'histoire étaient un repère de gauchistes, et maintenant, c'est un repère de lecteurs d'Éric Zemmour. Putain. Oui, mais bon, les facs de gauchistes. Ouais, c'est mais pas après, super cool, là, t'es au milieu. Enfin, t'es pas n'importe où. Ouais. Je suis n'importe où. Je suis dans n'importe quoi. Dans n'importe quoi. Oui, c'est plus. Vous, très cher Maria? Je n'aurais pas de conclusion à émettre. Juste. Ça va, l'art, c'est toujours à gauche, quand même. Contrairement à l'histoire. Oui et non. Dis pas ça. C'est juste un sursaut réactionnaire. Ouais, je dirais du coup oui et non. Ouais. Ouais. Il n'y a pas trop d'art contemporain, t'en manges pas trop? Si, mais je parlais plus dans l'art actuel. Je pensais que tu repartais du coup sur nos études. C'est un outil du capital, attention. Oui, écoutez, Franck Lepage, culture, première. Non, pas du tout. Deuxième, par contre, deuxième. Non, par contre, 3 réacs à la FIAC.
avec Franck Lepage, comment il s'appelle, Daniel Mermet, et le troisième, je me rappelle jamais. C'est dans Culture 1 qu'il parle d'art contemporain. Je sais bien, mais il y a un truc où est-ce qu'ils vont à la FIAC, ils se mettent à 3. Au moment où la FIAC c'est le top du top, j'ai cru comprendre que maintenant c'était le deuxième événement le plus machin pour l'art contemporain, mais ils y vont à 3 et ils vont et ils font les cons. Ils posent la... Mais excusez-moi, ce crochet là, c'est... Oui, c'est une œuvre, ça vaut 10 000 euros. Ah, mais non, parce qu'on pensait que quelqu'un allait arriver pour mettre un tableau. Des trucs comme ça. Ils les prennent en main tout le long et c'est entrecoupé de un petit peu d'histoire. Enfin bref, c'est très sympa. Je vous encourage à aller le voir. C'était sur YouTube il y a pas longtemps. Ça n'y est plus, mais ça doit se choper sur le site de là-bas si j'y suis. Média de qualité, dirigé par Daniel Mermet. Putain, décidément, ce soir, promo. N'oubliez pas son bouquin sur Amazon. Et donc, du coup... Sauf pour le livre de notre ami... Comment ? Putain, on m'a encore coupé le micro. Sauf pour le livre de notre animateur, évidemment. Oui, le livre d'animateur qui est sur Amazon, je disais, du coup. Ouais, pas encore. Ça faudra chercher. Je suis sûr qu'il est sur Amazon. Mais oui, du coup, art, c'est bon ? On est encore à gauche ou pas ? Mais quand tu disais l'art, oui, dans l'essence, oui. Mais est-ce qu'après, ça va continuer à être comme ça ? Je ne sais pas. Parce que j'ai l'impression qu'on perd beaucoup. Compte sur toi. On est là, hein. On compte sur toi, surtout ici sur notre... Mais j'ai l'impression que oui, ça perd beaucoup de sens social et politique et de jugeote un petit peu. Donc en gros, on aurait pu aussi faire une demi-heure, voire une heure sur l'art contemporain. En vrai, on aurait pu continuer, je pense, une bonne partie de la soirée. Mais d'ailleurs, je pense qu'on va continuer, mais au bar. Très chers auditeurs, je tiens à dire rapidement, petite auto-promo, que bientôt, Radio Nez se déplacera au bar pour faire des radios libres. Mais c'est pas vrai. En direct. Incroyable. Du bar. Voilà. Et du coup, on invitera François Bégodeau. Est-ce qu'on entendra le bébé oui. On entendra le bébé du barman et tout ça. Incroyable. Et on se casse même. On pourrait inviter François Bégodeau pour de vrai, lui proposer des bières. Ah mais non, parce que du coup, je sais pas s'il accepte quand on est déjà de gauche ou pas. Enfin, on verra. Je lui enverrai un mail. On verra bien. Bon, les copains, merci d'avoir été là. À la technique, merci. Et puis, chers auditeurs, merci d'avoir été au rendez-vous comme d'habitude.